Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé Quel ROI pour des prévisions faites dans un outil cloud. Je me présente, Julie Cazot, chargée de marketing pour Colibri. Donc, nous allons rapidement voir ce que nous allons aborder comme thème aujourd'hui. Donc, après une courte présentation des intervenants et de Colibri, nous expliquerons pourquoi, en fait, le terme ROI ne s'adapte plus vraiment au nouveau business model associé aux outils cloud. Et nous verrons ensuite quels sont les avantages qualitatifs et quantitatifs de ces outils cloud. Pour rendre cet exercice plus dynamique, nous allons vous demander à certains moments de répondre à de courts sondages. Tout s'affichera sur votre écran, vous aurez juste à répondre aux questions. Et enfin, nous conclurons par des questions-réponses. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à utiliser la fonction question dans la console de votre écran, normalement à droite, et nous y répondrons en fin de présentation. Donc, avant de commencer ce webinaire, je vais vous présenter nos intervenants. Nicolas Comar est le directeur du business développement pour Viséo en Asie. C'est aussi le directeur général de Colibri. Il a plus de 15 ans d'expérience dans l'organisation et l'optimisation de la supply chain. C'est un expert en gestion de la demande, prévision de vente, SNOP et système ERP. Quant à Mehdi Karab, c'est l'expert supply chain de Colibri. Mehdi a porté la conception fonctionnelle de la solution jusqu'à sa première version commerciale. Il est aujourd'hui en charge de porter cette nouvelle offre en France et de mettre en œuvre les futures fonctionnalités. Je vais maintenant laisser la parole à Nicolas Comar pour présenter Colibri. Bonjour à tous, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme Julie l'a présenté, je suis également directeur de Viséo en Asie. Donc, je vous parle depuis Singapour. Avec plaisir de faire pour une fois une présentation en français. Alors, je passe un petit bonjour, je ne sais pas s'ils sont là, au Master BTS de l'école Saint-Gabriel, qui apparemment nous retransmettent en direct dans leur amphithéâtre. C'est une grande première pour nous. Donc, je vais vous parler rapidement de Colibri, de pourquoi on a souhaité cette innovation et de l'identité de ce produit. Donc, quand Viséo est spécialisé en distribution d'outils d'optimisation de la supply chain, principalement on-premise jusqu'à il y a quelques années. Et puis, moi, j'étais directeur de cette activité-là jusqu'en 2014. Et j'avais régulièrement des clients ou des prospects qui m'appelaient en me disant est-ce qu'on a une solution pour nous aider qui coûte pas cher, qui soit rapide à mettre en place, on n'a pas d'IT, comment on peut faire? Et toutes les solutions du marché qui étaient reconnues, référencées, qui avaient pignon sur eux, on va dire, coûtaient vraiment trop cher. On est sur des ordres de grandeur de 200 000 euros, des projets qui durent 6 mois, des spécifications très engageantes, des hardware à acheter. Et en fait, beaucoup de déceptions du marché par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit avec la direction de Viséo qu'avec l'avènement du cloud, qu'avec nos expertises sur les bonnes pratiques, on pouvait monter une solution qui pouvait apporter de la valeur beaucoup plus rapidement par rapport à ce monde installé sur l'optimisation de la supply chain. Donc aujourd'hui, Colibri, on l'a lancé sur ces valeurs-là. Donc la première version est sortie en 2014. On commence à avoir des utilisateurs un peu partout dans le monde avec pas mal de succès et de plus en plus de questions autour de justement la valeur ajoutée du cloud, ce qu'on va développer aujourd'hui dans cette présentation. Voilà, je pense qu'on peut passer au slide suivant, Julie. Donc, en quelques mots, les valeurs de Colibri. Donc, comme je l'ai présenté rapidement, on a vraiment voulu un outil qui soit accessible à tous les budgets et le fait qu'on soit en cloud, c'est-à-dire en SaaS ou en abonnement mensuel, crée une vraie différence sur l'investissement à faire par rapport à une solution de supply chain. Et c'est un outil qu'on a voulu collaboratif. Alors là, c'est plus un choix éditorial, on va dire, énormément d'outils, mettre en avant la performance d'algorithmes extrêmement complexes ou poussés. Nous, on pense que c'est bien d'avoir les algorithmes des best lines du marché, les bonnes pratiques de la supply chain, mais également, aujourd'hui, les environnements sont tellement changeants, les gammes de produits de plus en plus larges, les durées de vie de produits de plus en plus courtes. C'est bien d'être réellement connecté et de faire collaborer l'ensemble des personnes de l'entreprise, le marketing, la supply chain, les commerciaux,
la logistique bien sûr, pour essayer de partager une vision commune d'un plan de la demande, par exemple. On peut même faire collaborer des gens extérieurs à l'entreprise, puisque le fait de ne plus être contraint par du on-premise, par un réseau interne d'entreprise, nous permet d'ouvrir éventuellement la collaboration au-delà des frontières de l'entreprise. Et là, du coup, de reparler de réseau de supply chain étendu. Donc, bien sûr, un outil SaaS Cloud pour une implémentation rapide, des hauts niveaux de sécurité fournis par le Cloud Azure, puisque c'est notre partenaire. Un outil intuitif et ergonomique. Si vous voulez un outil fortement collaboratif, vous devez pouvoir former, attirer beaucoup d'utilisateurs. Donc, énormément de travail sur le design. Une rapidité à mettre en place. Aujourd'hui, on a des cycles de mise en place qui sont à peu près on va dire 2 mois. Les plus rapides peuvent être en 3 semaines, 1 mois. Et puis basé sur les bonnes pratiques métiers. Et la preuve que c'est basé sur la bonne pratique métier, c'est qu'on peut réellement mettre en place cet outil en 1 mois. Ça veut dire que c'est quand même pré-packagé, que ce soit techniquement ou que ce soit en termes d'application ou de practice. Julie, slide suivant. Je te laisse reprendre la main. Oui. Alors, on va passer à notre première question qui normalement s'affiche à votre écran. Pour vous, utilisateurs du coup de la majorité d'outils de prévision, quel type d'outils utilisez-vous? Est-ce que vous utilisez un outil maison, une solution cloud, une solution on-premise ou bien Excel? Ou cette question ne s'applique pas à vous, vous n'utilisez pas de type d'outil? On va vous laisser quelques petites minutes pour répondre à cette question et on pourra ensuite tous regarder les résultats à ce sondage. Merci. Donc, normalement, maintenant, vous pouvez voir, on va maintenant passer à la deuxième question. Avez-vous déjà estimé le ROI de votre solution? Donc, pour ceux qui ont répondu que vous utilisez une solution, est-ce que vous avez pu estimer le ROI de cette solution? Et si oui, est-ce qu'il c'est à moins d'1 an, de 1 à 3 ans ou plus de 3 ans? Voilà, donc encore, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Très bien, merci. Et donc maintenant, nous allons pouvoir voir les réponses. Donc nous voyons qu'une majorité des personnes qui écoutent aujourd'hui sont utilisent Excel ou utilisent une solution cloud, mais apparemment personne n'utilise d'outils maison ou de solutions on-premise. Et pour la deuxième réponse du coup sur le ROI, on voit que en général, donc pour les utilisateurs, le ROI est estimé à moins de 1 an ou de 1 à 3 ans. Et beaucoup d'entre vous n'ont en fait pas estimé le ROI. Donc, c'est aussi à ça que va nous aider ce webinaire. Du coup, Nicolas, je te laisse la main pour la suite. Oui, alors effectivement, Julie, le titre de notre présentation aujourd'hui, c'est le retour sur investissement. Et on a commencé la présentation en vous disant qu'on n'allait pas calculer le retour sur investissement, mais plutôt d'autres valeurs. Parce qu'effectivement, quand on parle historiquement et habituellement d'acheter un outil on-premise, en général, on achète les licences quand on signe le contrat, ça fait bam, tout de suite 200 000 euros. Je donne un exemple, les prix sont variables, il y a beaucoup plus cher et beaucoup moins cher. Et puis après, c'est comment on rentabilise cet investissement. Donc, il faut sprinter sur le projet, il faut rapidement le mettre en place. Un projet qui dure 6 mois, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on va réellement avoir au bout de 6 mois. Et en fait, effectivement, il y a les coûts visibles en plus, qui sont l'achat des licences, qui est déjà non négligeable. Et puis en plus, il y a tous les coûts cachés qui sont liés à on-premise et qui n'existent pas dans le cloud. C'est-à-dire que il faut acheter les serveurs, donc toute la partie hardware, serveurs, voire les licences SQL ou bases de données, voire de composants associés. Il faut avoir les employés IT, les administrateurs, les gens qui vont mettre en place les versions sur les laptops des utilisateurs. Il faut avoir éventuellement l'expert en base de données SQL ou autre qui va permettre de gérer l'optimisation. Il faut en général également, quand on est on-premise,
Et souvent, sur des outils qui sont customisables, on n'a pas de scalabilité automatique. En tout cas, alors, il y a deux sujets, la scalabilité et la montée de version. C'est-à-dire que si votre business est multiplié par deux ou vous déployez des nouveaux pays, eh ben, la configuration, la volumétrie que vous aviez estimée sur la on-premise, souvent vous allez avoir des problèmes. Alors parfois, ça peut bien se gérer si vous rachetez une nouvelle base de données et que vous multipliez la capacité par deux. Mais parfois, c'est la configuration même de l'outil qui ne peut pas accepter des volumétries plus fortes. Donc là, vous avez le risque d'avoir à refaire un projet. Et c'est la même chose pour les montées de version. Sur des montées de version majeures, justement, quand on est sur un dual premise, sur des outils customisables, l'éditeur ne peut pas vous fournir des nouvelles versions avec, s'il a 30 clients qui ont des customisations différentes. C'est ingérable. Donc, ça veut dire que soit vous avez à payer un coût avec un projet, de la non-régression, avec toute la complexité qui va avec, soit vous devez repartir sur un nouvel achat de solutions. À ça, il faut rajouter effectivement tous les coûts de formation qui sont généralement lourds, et puis tous les coûts de customisation et d'implémentation. Alors sur les coûts de formation et de customisation et d'implémentation, je dirais qu'à la limite, c'est pas spécifique au cloud, c'est plus spécifique aux valeurs de Colibri, des formations professionnelles, excusez-nous. Mais c'est que ici, l'outil est conçu pour être simple et on ne fait pas de customisation parce que justement, on a une version pour tous les clients et du coup, on upgrade tout le monde en même temps. Ça veut dire que tous les 2-3 mois, les clients ont des nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs, et au bout de 5 ans, l'outil aura évolué et sera complètement différent et répondra à encore plus de besoins clients. Donc ça veut dire que les outils cloud peuvent évoluer en même temps que les clients avec le métier des clients. Et on anime dans ce sens-là des communautés de clients qui vont travailler avec nous pour savoir ce que sera Colibri demain et pouvoir nous inspirer sur la roadmap. Donc voilà, Julie, pour ce slide. Donc effectivement, si on ne parle plus de retour sur investissement, parce qu'il n'y a plus de notion d'investissement, ces fameux 200 000 euros qu'on va payer au début du projet, ben, on ne les paye plus. On va directement payer une licence mensuelle en général. Et là, on va parler de retour sur value, c'est-à-dire qu'on n'est plus en train de parler de CAPEX, mais d'OPEX. Donc la valeur que je paye tous les mois, comment je m'assure que je vais avoir une rentabilité sur cette valeur. Donc déjà, effectivement, c'est un abonnement mensuel qui souvent est adaptable. Donc, il y a des minimums de contraintes à faire quand même. Mais plus de users, moins de users, on peut toujours réguler. Ça veut dire qu'on utilise réellement en fonction de la consommation ou de l'utilisation réelle. Encore une fois, du on-premise, votre ticket de 200 000 euros, vous allez le prendre pour 50 utilisateurs. Mais est-ce que vous savez vraiment, au bout de 6 mois, si 50 utilisateurs vont l'utiliser? Compliqué. Les montées de version incluses, donc vous progressez en même temps que l'outil, donc forcément plus de valeur ajoutée par rapport à l'évolution de votre business. Les risques et les engagements sont modérés dans le temps, il y a toujours des clauses de sortie, bon, en général c'est annuel, mais ça veut dire que le risque financier est quand même beaucoup moins important que sur du on-premise. Scalabilité automatique, alors souvent quand on dit automatique, ça ne veut pas dire gratuit, je tiens à le préciser, mais ça veut dire qu'en tout cas, à partir du moment où on est dans le cloud Azure, le cloud Azure ou d'autres clouds, ça veut dire que si il y a des volumétries beaucoup plus fortes, il y a des tarifs de scalabilité où on peut automatiquement donner plus de puissance aux serveurs, aux machines, et du coup, ça peut être assez transparent. Donc ici aussi, beaucoup de retours sur valeur. Des mobilisations minimales sur des équipes techniques. Encore une fois, ici, pour utiliser un outil cloud, il faut la bonne version d'un navigateur Internet, et puis globalement, ça suffit. Un profil, un mot de passe, et c'est parti. Donc, et ça, c'est lié avec le point suivant, c'est-à-dire des mises en place plus rapides et des possibilités de rollout accélérées, parce que effectivement, un outil cloud, à partir du moment où vous vous dites c'est bon, on y va, on signe le contrat, ça veut dire qu'on peut activer les premiers utilisateurs dans les jours qui suivent, en fait. Alors bien sûr, il faut configurer, mettre en place le produit, donc il y a peut-être effectivement un mois ou deux de projet avant d'avoir une solution qui fonctionne avec toutes les contraintes et les règles de l'entreprise. Mais sur des prototypes, par exemple, on pourrait très bien dire à l'utilisateur, en 2 jours, vous avez un accès, vous pouvez commencer à vous entraîner, à travailler, à faire des simulations. Et c'est pour ça on montre la courbe d'utilisation. Vous voyez bien, la courbe d'utilisation montre par rapport au temps passé à partir du moment où vous faites l'acquisition du produit, quelle est la courbe d'usage que vous allez pouvoir avoir. Les utilisateurs vont pouvoir très vite
basculer sur cette solution, alors que sur une solution historiquement on-premise, vous avez tout l'effet tunnel du projet qui va durer 6 mois, parfois 1 an. Et puis au bout de ce tunnel-là, les utilisateurs doivent basculer le plus vite possible sur l'outil. Et l'écart entre les deux courbes, finalement, l'écart entre les deux courbes, c'est du retour sur investissement qui est en plus sur la partie solution cloud. Donc ici, on voit bien que les risques financiers, l'agilité du produit à être beaucoup plus présent par rapport aux pratiques de l'entreprise, son évolution dans le temps, sa scalabilité, le fait que il y a aussi un effet induit, le fait que pour l'éditeur d'un outil en mode SaaS, il est très critique, stratégique de garder ses clients, parce que les clients payent un abonnement mensuel, alors que sur des éditeurs d'outils qui sont on-premise, ce qui est critique, c'est de vendre la licence. Une fois que la licence est vendue, quelque part, si 6 mois plus tard, 1 an plus tard, le client veut plus la solution, il a quand même payé. Le client en mode SaaS, il a besoin de garder ses clients, donc il a besoin de les écouter pour faire évoluer son outil et pour qu'il y ait des très bons taux de satisfaction. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que le SaaS apporte une mécanique de relation plus proche du partenaire que du client fournisseur dans un même écosystème. Et ça, c'est super intéressant aussi au niveau de la valeur ajoutée du travail que tous font au jour le jour. En tout cas, c'est notre vision. Voilà, Mehdi, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter sur ce slide, mais Non, merci Nicolas, je pense que c'est relativement clair. Moi, ce que je vais vous proposer maintenant de passer, donc Nicolas vous a très bien expliqué en fait la notion de value, return on value, liée à des applications cloud, notamment Colibri. Moi, je vous propose dans ces quelques minutes que nous allons passer ensemble de vous parler des avantages d'une solution cloud et en particulier pour l'aspect prévision des ventes. Donc l'objectif pour moi, ça va être de décliner 2 types d'avantages. On parle beaucoup, et même quasiment tout le temps, d'avantages quantitatifs. C'est souvent une question qui revient régulièrement, quel est le nombre de points de fiabilité gagnés, etc. Mais finalement, il y a beaucoup de gains qui sont souvent sous-estimés et qui sont, avec le recul pour nos clients, aussi importants. Donc la partie qualitative, je vais vous expliquer un petit peu, on va essayer de voir ensemble quelques aspects qualitatifs, et ensuite naturellement quand même une partie quantitative avec une simulation sur un gain moyen que l'on peut escompter en améliorant ses prévisions avec un outil comme Colibri par exemple. Donc dans les avantages quantitatifs, je vous propose de les orienter sur 4 grands axes d'analyse. Le premier, c'est de disposer l'avantage lié à l'utilisation d'un outil simple. Comme l'a dit Nicolas, un des gros risques que l'on rencontre quand on fait des projets, c'est l'effet tunnel, c'est-à-dire un long moment de mise en place et de développement, avec un risque d'adhésion des utilisateurs qui finalement seront les personnes les plus concernées par la mise en place de la solution, un risque de perdition de ces utilisateurs. Donc l'avantage d'avoir un outil qui est en mode cloud et SaaS comme Colibri, c'est d'avoir un outil simple qui va être rapide à prendre en main. Donc déjà d'un point de vue gestion de projet, les utilisateurs vont pouvoir être fédérés autour d'un outil puisqu'ils vont être impliqués dès le début de la mise en place de l'outil, voire leur donner tout de suite, et donc voilà, on va avoir vraiment un effet de cohésion par rapport à l'outil. Donc qui dit rapidité de prise en main dit aussi accès rapide à l'information pertinente. Aujourd'hui, je fais de très nombreuses avant-ventes où je me rends compte que beaucoup de clients qui utilisent Excel passent un temps fou pour essayer de retrouver une information. Voilà, je veux la prévision ou les historiques d'un article précisément sur lequel on a été en rupture. Juste accéder à cette information finalement élémentaire, ça prend beaucoup de temps. Donc l'avantage aussi d'avoir un outil en termes de prévision des ventes notamment, c'est de pouvoir aller facilement et rapidement prendre l'information pertinente. Donc un gain de temps à l'accession de l'information. Un autre aspect que je voulais échanger avec vous, c'était sur la partie prévision toujours, la notion de processus de prévision. On a beaucoup de clients ou de prospects qui sont aujourd'hui qui font des prévisions, mais qui nous remontent la problématique de faire cet exercice de prévision régulièrement. Donc beaucoup de personnes, la maturité des entreprises françaises est quand même plutôt bonne et beaucoup d'entreprises se sont rendus compte de la nécessité de faire des prévisions, mais ce qu'on se rend compte, c'est que finalement ces prévisions sont faites, on va dire, de manière plutôt ponctuelle dans l'année et on ne parle pas vraiment de processus, on est plutôt sur des phénomènes ponctuels et donc une des grosses difficultés, c'est de transformer ce processus ponctuel de prévision
à quelque chose de régulier réellement dans un processus, par exemple mensuel. Donc l'intérêt d'avoir un outil comme Colibri ou un outil standard permet justement d'automatiser et de simplifier ce processus et de le rendre itératif, avec la possibilité, par exemple, quand on fait des prévisions, d'ajuster régulièrement ses prévisions de vente. Donc vous le sentez bien, si on fait des prévisions une fois ou deux fois par an, on va pas être aussi fin et on va pas coller aussi de manière proche au marché que si on fait des prévisions tous les mois qui sont mises à jour. Donc un outil comme Colibri vous permet de régulariser ce processus et de mettre à jour plus régulièrement ses prévisions. Et un autre point aussi que je vous proposerai d'aborder un petit peu plus tard, mais c'est de mesurer la performance. Beaucoup de clients font des prévisions parce que ils en sentent l'obligation ou le besoin. Mais par contre, moi, ce que je dis souvent aux personnes avec qui j'échange, c'est très bien de faire des prévisions de vente, mais c'est au moins autant important de mesurer cette qualité des prévisions pour dégager derrière des axes d'amélioration. Si on fait des prévisions de vente et qu'on est mauvais sur tous les articles, bon, il y a peut-être quelque chose à en conclure et à améliorer ce processus. Et c'est très difficile de faire ça quand on est notamment dans Excel, d'archiver ses prévisions, de les comparer à l'article, à la famille de produits. Donc des outils comme Colibri permettent de non seulement automatiser ce processus de prévision pour par exemple le faire tous les mois, mais également d'améliorer, de trouver des axes d'amélioration assez facilement. Un des aspects que Nicolas a précédemment évoqué était la collaboration. Comme on vous l'a dit précédemment, nous avons vraiment misé beaucoup sur la notion de collaboration dans l'outil parce que pour nous, c'est de toute façon une tendance obligatoire et une réalité sur le terrain. La nécessité d'impliquer ces équipes de commerciaux, par exemple, ou éventuellement d'autres personnes dans l'entreprise dans l'établissement des prévisions. Donc un outil comme Colibri va vous permettre de faire cette collaboration avec des personnes notamment internes à la société et de permettre, dès qu'une information est disponible, par exemple une commande exceptionnelle ou une variation importante sur un client, le collaborateur va pouvoir mettre à jour cette information tout de suite dans l'outil. On a des systèmes de notification, mais de ce fait, ça va permettre en fait de disposer de l'information pour tout le monde et de manière instantanée. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est la réactivité en cas de changement important sur le marché. Et enfin, bien sûr, donc on parle d'enrichissement. Nous pensons réellement avec Colibri que la notion de collaboration est aussi importante que la notion de prévision statistique. Et donc, disposer d'un outil cloud permet de faire facilement intervenir des personnes qui ne sont pas physiquement présentes, qui sont peut-être même à l'autre bout du monde, avec uniquement comme prérequis une connexion Internet. Et le dernier aspect qualitatif, on va dire, d'une solution cloud, c'est qu'on va pouvoir avoir un partage d'informations. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui revient régulièrement quand j'échange avec mes clients. C'était quand on utilise Excel, en fait, on se rend compte que chacun a sa propre version de prévision. Chacun a son fichier Excel, chacun à sa propre prévision validée, et donc on ne travaille pas dans une vision commune de l'entreprise. Avec un outil centralisé, on va pouvoir justement mettre en place un processus de validation de ces prévisions et prendre des décisions dans l'intérêt commun de l'entreprise. C'est fini le temps où chacun fait sa prévision dans son coin et peut dire j'ai fait ma prévision, mais voilà, je me fiche de quel est le résultat. Donc avec un outil comme Colibri, on va pouvoir avoir une vision commune, et l'idée c'est que derrière tous les utilisateurs, les key users ou les collaborateurs commerciaux vont pouvoir travailler dans la même direction avec des objectifs communs. Pour illustrer cet exemple, je vous propose non pas une démonstration mais juste une petite vidéo d'un exemple de collaboration pour vous montrer un petit peu comment ça se représente dans le Colibri. Donc là, je suis dans le rôle du prévisionniste central qui vient de mettre à jour les prévisions dans l'outil. Et ce que je fais ici, c'est que je demande tout simplement, ponctuellement, de l'aide à un de mes commerciaux qui s'occupe du marché français. Donc via une petite messagerie dans l'outil, je peux lui demander de venir interagir sur un client spécifiquement, puisque ce client-là est stratégique. Et via cette petite intervention, ça va envoyer un mail au commercial. Donc là, je change de casquette et je me mets en tant que commercial. J'ai un petit lien qui me permet de choisir, de cliquer dessus et m'emmène directement sur l'article désiré. En tant que commercial, j'aime bien voir plutôt les informations en chiffre d'affaires, donc je peux valoriser mes prévisions. Et là, vous voyez, en temps réel, le commercial vient ajuster sa prévision en faisant un glisser-déposer sur la courbe. On peut afficher d'autres informations comme le carnet de commande et il peut notifier ses collègues pour dire que c'est fait. Donc là, ça envoie également au responsable des prévisions une information. Ce dernier peut rafraîchir les données et on voit tout de suite l'impact des modifications faites par les collaborateurs.
Donc voilà pour un exemple de collaboration. Maintenant, je vais vous parler rapidement des avantages quantitatifs. On a parlé des avantages qualitatifs, il y a de nombreux avantages quantitatifs. On a essayé de les regrouper par ordre de retour de nos clients. Le premier, ça va être un gain de temps dans le processus de prévision. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre de mettre celui-ci comme premier élément, mais on se rend compte que le problème, le premier, c'est combien de temps on passe à faire ces prévisions. Et donc, on se rend compte que dans l'entreprise moyenne, finalement, le prévisionniste va passer 6 jours ou 7 jours par mois à faire des prévisions, dont peut-être 5 jours uniquement à construire ses fichiers Excel. Donc, avec un outil comme Colibri, un outil standardisé, on va pouvoir permettre de recentrer vos équipes sur leur cœur de métier. Un prévisionniste, c'est fait pour faire de la prévision, pour connaître son marché et pas faire du Excel, des macros, etc. Donc, un de nos clients, RIB, témoigne par exemple d'une diminution importante du temps passé, mais qui dit du temps passé dit également un gain financier puisque ces équipes peuvent vraiment se focaliser sur leur métier. Un autre aspect également quantitatif, c'est la fiabilité des prévisions. Donc avec un outil comme Colibri, on va pouvoir simplifier le travail des utilisateurs et améliorer la prévision, la fiabilité des prévisions. Donc qui dit meilleure prévision veut dire nécessairement deux impacts. Amélioration du niveau de service, donc vous serez mieux à même de servir vos clients, et inversement diminution des ruptures. Donc cette fiabilité de prévision a un impact direct sur le chiffre d'affaires. Un autre pendant qui est important quand on parle de prévision, qui est le niveau de stock. En fait, par essence, un stock, c'est fait tout simplement à se prémunir d'une incertitude. Donc, il y a différentes définitions, différents stocks, mais généralement, voilà, ce stock est souvent lié à une incertitude, à la fois la capacité fournisseur, mais également la variabilité de nos prévisions. Donc, si nos prévisions sont meilleures, on va pouvoir quand même diminuer d'une grande partie ces niveaux de stock, de réduire ces stocks. Et sur la partie en bas à droite qui permet d'avoir l'impact financier, puisque c'est ça dont on parle, c'est diminuer, donc cette diminution des stocks permet évidemment de minimiser l'immobilisation financière liée à ces stocks, donc plus de cash flow pour l'entreprise. Et un des autres aspects qui revient régulièrement, c'est gérer des outils comme Colibri. Utiliser des outils comme Colibri permet de mieux gérer le phase-in, phase-out des produits. Donc par exemple, je vous donne un exemple qui va peut-être vous parler. On a des clients qui vont faire des lancements et des fins de vie de produits régulièrement. Le lancement, c'est toujours une phase très compliquée, donc le faire dans Excel, c'est souvent risqué. Et puis si on se trompe sur un lancement, ça veut forcément dire que les stocks vont sans doute rester pendant longtemps, donc on risque une perte d'argent. Mais c'est également vrai pour les fins de vie produits. Et combien de fois on a eu le cas avec des clients qui utilisaient Excel, qui n'avaient pas eu l'information partagée qu'un produit allait arrêter. Et mécaniquement, malheureusement, on met des prévisions sur un article qui est arrêté. Cet ordre de prévision va être transformé en ordre de fabrication. Et donc, le client se retrouve à produire des produits qui, finalement, d'un point de vue commercial, ne seront plus vendus. Donc, on produit des produits qui ne seront plus vendus. Derrière, on va les stocker. Et potentiellement, si on n'a pas de canaux pour les distribuer chez des discounters, on va devoir détruire cette marchandise. Donc ça, typiquement, là aussi, il y a un levier. L'amélioration des prévisions va permettre de limiter ces problématiques de coûts et de stock. Une dernière petite vidéo avant de passer sur un exemple de simulation que Nicolas vous proposera. Je vous parlais tout à l'heure de gain de temps. Ce que je vous propose avec cette petite vidéo, c'est vous montrer un exemple de travail par exception dans Colibri, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut permettre à un utilisateur de se focaliser sur les articles, par exemple, qui posent problème ou les plus importants. Donc dans cet écran, en fait, je visualise une donnée très consolidée. Je suis sur mes historiques de vente. Je vois mes ventes tout produit, tout client. On a des petits indicateurs qui permettent de suivre l'évolution mois par mois, année par année, que vous pouvez voir dans ce petit tableau. Et on a une fonctionnalité de drill down ou d'analyse descendante qui va permettre à un utilisateur de dire finalement sur tous mes clients, lesquels sont les plus importants. Donc par exemple ici la France représente 15% de mon chiffre d'affaires global, donc je vais pouvoir descendre d'un niveau et me focaliser sur ce pays France. Je peux faire cette même analyse descendante par produit. Et donc là, sur ce petit camembert, vous pouvez voir en fait la répartition des produits par ordre d'importance. Je clique sur le premier produit qui représente 40% et le deuxième qui représente 30%. Voilà, très facilement, en quelques clics, j'ai pu arriver sur les deux produits qui représentent 70% de mes volumes dans l'outil. Donc, je vais laisser la main à Nicolas pour rester dans le timing et vous parler. Nicolas vous parlera un petit peu des simulations des gains que l'on peut faire pour des gains estimés liés à l'utilisation et l'amélioration d'une prévision. Nicolas, je te redonne la main. Merci Mehdi. Merci Mehdi. Donc là,
on a un exemple, on a fait un petit slide avec une simulation de gain. On a fait des simulations sur certains de nos clients, donc effectivement, ça dépend toujours de la maturité de départ de l'entreprise, la taille de l'entreprise, les marges effectuées, les niveaux de stock réalisés. Mais là, on a une simulation, par exemple, d'une société qui fait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui fait 15% de marge. Sur laquelle on estime, alors c'est pas un cas réel, hein, c'est une agrégation de différents cas clients qu'on peut avoir. Bien entendu, on n'est pas habilité à communiquer sur des cas clients si loin dans le détail. Donc, les bénéfices d'un outil comme Colibri peut assez raisonnablement être une diminution de 10% du stock, de 20% de l'obsolescence des produits, ainsi qu'une augmentation de 3% du niveau de service. Ça veut dire qu'on a 3% de ventes en plus réalisées sur l'année du fait qu'on a les produits qui sont disponibles au moment où le client les souhaite. Donc, les coûts liés au stock et aux pertes de vente sur ces éléments, hein, c'est la valeur du stock, le coût de la gestion de ce stock, bien entendu, tout le coût de l'obsolescence, donc le discount ou le fait de jeter des produits sur lesquels on a fait de l'achat, on a fait de l'administration, on a fait de la production. Donc ça, le coût de l'obsolescence, c'est quelque chose qui est souvent très caché, peu évalué et qui a un impact assez fort. Et puis le coût de la rupture ou de la non-vente, en tout cas, sachant qu'en plus, bon, la non-vente, il y a aussi des phénomènes qualitatifs d'insatisfaction client, voire de mise en valeur des concurrents. Donc ici, on mesure le chiffre, hein, mais l'impact peut être bien plus fort que le chiffre qu'on montre ici. Donc là, voilà, on a sur une société type qui peut avoir 15% de marge sur ses produits, qui a 4 semaines de valeur de stock, qui a un coût de stockage qui est à peu près 15% de la valeur du stock, dont l'obsolescence représente à peu près 5% de l'ensemble des stocks, et puis qu'il y a une augmentation de chiffre d'affaires de 3%, on peut économiser. Alors, les 3 premières lignes, c'est plutôt de l'économie, c'est-à-dire qu'on va réduire du cash engagé, 600 000 euros à peu près d'économie sur le stock, 90 000 euros sur les coûts de stockage, 70 000 euros sur l'obsolescence. Donc on n'est pas loin de 750 000 à 800 000 euros de gains. Donc c'est pas des choses qui se font en 2-3 mois. Il faut le temps d'écouler le stock, il faut le temps de ne pas régénérer du stock inutile. Donc ça peut prendre 3, 6 mois, 9 mois. Et puis derrière, par exemple, ce qui peut être beaucoup plus direct, là, le temps du lead time, en fait, en gros, c'est avoir le produit disponible pour le vendre. Et là c'est des gains qui sont très forts, parce que ça peut être 600 000 euros, 600 000 euros par an, parce que c'est 3% de vente qu'on fait plus tous les ans. Donc, augmenter le chiffre d'affaires de 95 à 98, enfin, le taux de performance de 95 à 98%, ça peut être très rémunérateur. Donc là, on a des indicateurs d'économie de cash flow qu'on engage moins dans le processus industriel, et à côté de ventes en plus qui sont très impactants. Et alors la simulation qu'on présente ici, elle est quand même elle est assez sécuritaire en fait, hein. Il y a des entreprises qui vont améliorer leur niveau de stock de 20-30%, les produits obsolètes de 50%, les niveaux de service de 5%. Donc après, ça dépend de la valeur des produits. Mais les gains financiers, quand on s'y attache et quand on rentre un peu dans le détail, sont très forts. Et on a quand même pas mal de clients qui nous ont fait le retour que, peut-être pas les 3 premiers mois, mais entre 3 et 6 mois, ils ont vu la valeur concrète de l'utilisation. Alors quand je dis utilisation, il faut mettre un outil, c'est pas l'outil qui va faire tout seul. Il faut rentrer dedans et il faut mettre en place le processus, il faut avoir des gens qui travaillent dessus et qui apportent de la valeur ajoutée, mais qui entre 3 et 6 mois ont un vrai retour sur valeur, puisque c'est de ce sujet qu'on parle maintenant dans un contexte cloud. Donc voilà, sur des grandes lignes. Alors on fait des simulations, on fait du conseil métier un peu parfois pour aider les entreprises à estimer ce qu'ils gagnent ou à estimer ce qu'ils peuvent gagner sur ces sujets-là. Merci tout le monde. Je laisse la parole à Julie. Super, merci Mehdi et Nicolas pour cette présentation. Donc nous rentrons maintenant dans la partie questions-réponses de notre webinar. N'hésitez pas à nous les soumettre dans la partie questions qui se trouve sur votre écran à droite et nous y répondrons. Donc première question,
de Brice. Combien de clients utilisent Colibri et quel est le profil type des entreprises utilisatrices? Nicolas, si tu veux répondre à cette première question. Oui, donc on a, si je ne me trompe pas, 25 clients aujourd'hui. Donc 25 clients, il y a à peu près, je dirais, 250 utilisateurs. Sachant qu'on est sur un rythme, on a à peu près 2 nouveaux clients par mois en ce moment. Forcément, on est né en France, donc on est très franco-français, mais on a des clients aussi en Suisse, on a des clients en Asie, Thaïlande, Singapour et ailleurs. Il y a 3 types de clients, je dirais. Donc, pour être client d'un outil comme Colibri, bien sûr, l'objectif final, c'est de vendre mieux un produit catalogue stock et de diminuer les stocks. Donc, il faut avoir des stocks, il faut avoir des produits, il faut que les stocks aient une valeur. Il faut qu'il y en ait besoin de gérer les stocks. Donc, souvent, il faut que le lead time pour le sourcing du produit soit plus long que le time to market, puisqu'il faut anticiper le time to market, le prévoir, en fait. Donc voilà, on a des grosses PME industrielles, par exemple, des gens qui sont dans la distribution spécialisée, ou encore s'orienter food and beverage. On a aussi des opticiens, on a pas mal de gens, tous ceux qui ont besoin de distribuer des produits et qui doivent anticiper le marché par rapport à leur lead time de sourcing. Super, merci Nicolas. Alors, nous avons une deuxième question, toujours de Brice. Colibri est-il interfaçable avec des outils de type ERP ou APS? Si oui, avec quels outils Colibri a-t-il déjà été interfacé? Je laisse Mehdi répondre à cette question. Alors, merci Julie. Effectivement, Colibri aujourd'hui, en fait, pour faire très simple, nous avons voulu faire 2 modes, on va dire, d'intégration possible. Le premier, c'est tout simplement via des fichiers Excel qui peuvent être générés par exemple par l'IT et les utilisateurs, le key user va pouvoir charger ces fichiers dans l'outil pour pouvoir gérer et avoir la main sur son processus. Et pour certains clients qui souhaitent avoir une intégration de bout en bout, nous avons développé des connecteurs. Donc aujourd'hui, ces connecteurs existent pour les ERP SAP Business One et Microsoft Navision. Nous sommes en train d'étendre ce nombre de connecteurs. Donc aujourd'hui, les connecteurs peuvent être vraiment de bout en bout. Ou alors encore pour les clients qui souhaitent eux-mêmes gérer l'extraction des fichiers issus de leur ERP et ne pas déléguer ça. En fait, on peut utiliser également des web services pour pousser automatiquement les fichiers. Donc là, dans ces cas-là, l'IT du client ou le client génère des fichiers ou les extractions des données dans le format Colibri et on peut automatiser l'échange des données via des web services pour qu'il n'y ait pas d'intervention utilisateur dans le processus. Merci Mehdi. Donc une autre question de Hubert. Avez-vous des références dans le retail? Nicolas, je te laisse prendre rapidement cette question. Oui, merci Julie. Alors le retail, je ne sais pas si je peux demander à détailler la question. Est-ce qu'on parle de B2C? Est-ce qu'on parle de B2B2C? En B2C, je pense qu'on a les opticiens de Chris, par exemple. Je n'ai pas souvenir d'autres. Mehdi, tu peux peut-être m'aider. Après, en distribution, on va avoir des gens qui distribuent des palettes IPP Partner dans la grande distribution. Des distributeurs spécialisés dans certains articles d'achat-revente, notamment pour la puériculture, pour les articles bébés. Leur métier, c'est, alors je vais pas dire le nom, mais un des leaders sur le marché de la vente et de l'achat-revente de produits pour bébés sur les secteurs. Donc oui, c'est vrai que la question est peut-être pas assez détaillée, mais on a de nombreuses références dans le secteur du retail. On pourra, si vous le souhaitez, on pourra rentrer dans une discussion un peu plus détaillée en prenant contact. Merci Mehdi. Donc maintenant, dernière question de Perrine. Après, je pense qu'on va arriver à la fin du temps. Sur combien de niveaux peut-on faire des prévisions? Comment gérez-vous l'éclatement? Et gérez-vous des axes clients et produits multiniveaux? Mehdi, je te laisse prendre. Oui, merci Julie. Donc effectivement, Colibri va se baser tout simplement en utilisant ce qu'on appelle des dimensions. Donc ces dimensions, c'est quelque chose qu'on définit avec vous en début de projet. L'outil permet de gérer jusqu'à 4 dimensions. Donc quand j'appelle une dimension, c'est typiquement une dimension produit, une dimension client, ça représente 2 dimensions. Et sur chacune de ces dimensions, on va pouvoir avoir des niveaux d'agrégation. Donc c'est ce que vous donnez dans votre question, vous appelez des multiniveaux. Donc on va pouvoir avoir un nombre de niveaux d'agrégation. Par exemple, sur ma dimension produit, je peux regrouper mes produits
par sous-famille, par gamme et tout produit confondu. Donc aujourd'hui, techniquement, on n'a pas réellement de restriction sur le nombre de niveaux. Je dirais, moi, en projet, je fixe une limite de 10. Après, l'idée derrière, c'est c'est d'un arbitrage entre l'exhaustivité des niveaux et la simplicité. Il faut toujours, en début de projet, souvent les clients veulent avoir le maximum de niveaux possible, mais en fait, derrière, faut pas oublier et perdre de vue qu'on va faire des prévisions. Donc, la moyenne de nos clients, c'est aujourd'hui entre 2 et 3 dimensions et entre 4 et 6 niveaux par dimension maximum. Mais donc on peut gérer du travail par niveau d'agrégation. Et ensuite, pour être complet sur votre question, si on fait une modification à un niveau agrégé, l'outil va la désagréger tout simplement en fonction du poids des niveaux détaillés. Donc si je fais une modification au niveau famille de produits, l'outil va éclater automatiquement ma modification sur tous les articles en fonction du poids de chaque article. Et on a aussi la possibilité de verrouiller des données qui auraient été modifiées à l'article. Donc par exemple, si vous voulez travailler sur vos produits les plus importants à un niveau de détail fin, vous travaillez vos articles à l'article, vous les verrouillez, et après vous avez la possibilité de travailler à un niveau agrégé, à la famille de produits par exemple, mais sans pour autant impacter ces articles qui ont été modifiés à la main au niveau détaillé. Très bien, merci beaucoup Mehdi pour cette question. Donc il n'y a plus d'autres questions. Dans tous les cas, nous restons disponibles si vous avez des questions par la suite. Donc pour conclure, donc je vous remercie au nom de toute l'équipe Colibri et merci pour votre participation. À l'écran qui s'affiche, vous pouvez voir nos informations de contact si vous souhaitez nous recontacter. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez un sujet que vous voulez évoquer. Je vous invite également à vous rendre sur notre site web où vous pourrez retrouver les replays de ce webinaire et de nos anciens webinaires, des petites vidéos de démonstration, toutes les informations sur Colibri et aussi certaines de nos success stories si cela vous intéresse. Donc encore une fois, merci beaucoup et très bonne journée à vous.